Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction juste pour vous dire que nous avons présenté il y a quelques jours nos perspectives de marché 2026 et que plutôt que de vous soumettre 1 heure et quart de vidéo, on l'a découpé en 6 parties. La première partie est consacrée à l'état des lieux des marchés en 2025 et surtout nos résultats des différentes stratégies dont nous vous parlerons et qui ont des résultats qui ont été vraiment exceptionnels. Nous avons fait, il faut le dire, une année qui nous a rempli de satisfaction. La deuxième partie est consacrée à la macroéconomie, à notre cadre de pensée, les chiffres qui nous paraissent importants, en particulier le marché de l'emploi, et expliquer pourquoi aujourd'hui on a une économie et un marché qui fonctionnent un peu à deux vitesses. La troisième partie aura vocation à vous présenter pourquoi nous considérons qu'il faut rester surexposé en action malgré les valorisations. La quatrième partie, on s'interrogera est-ce qu'il faut toujours acheter de la tech et on vous expliquera pourquoi il faut élargir son champ de pensée. La cinquième partie, avant-dernière partie, sera consacrée aux métaux, les métaux précieux. Est-ce qu'il faut continuer à acheter des métaux précieux ? Vous savez bien que nous avons été précurseur dans la recommandation il y a plus de 2 ans sur l'or, que nous avons modifié notre discours depuis le mois d'octobre. On verra pourquoi aujourd'hui l'or n'est plus le cœur de portefeuille qu'il a été et pourquoi il faut un peu élargir le prisme vers d'autres métaux. Dans la 6e et dernière partie que vous visionnez actuellement, on va parler des risques de 2026, ils sont nombreux, on va parler du dollar également, et puis synthétiser notre schéma de pensée pour l'ensemble de l'année. Bon visionnage. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du trouble fait de la hausse des marchés. Et pour moi, il y a un trouble fait qui pourrait être désigné, c'est le dollar. Et je vous parle des doutes du consensus et de nos positionnements contrariants. Et parmi notre positionnement, et d'ailleurs, c'est malgré des performances qui sont ce qu'elles ont été l'année dernière, on a beaucoup de devises dans les portefeuilles. Et donc, les performances qui ont été faites avec un frein de 13% sur 2025. Et je crois que ce vent défavorable va devenir un vent favorable pour les portefeuilles, mais peut-être un vent défavorable pour les marchés. Parce que, contrairement au consensus, je crois que dans les prochaines semaines et les prochains mois, le dollar va s'apprécier et non pas se déprécier. Et donc, ça sera une bonne occasion pour les investisseurs de prendre leurs bénéfices sur les pays émergents, sur les métaux précieux et les métaux en général, qui sont aussi corrélés au dollar, même si la corrélation est distendue, c'est un peu distendu. Vous avez ici les positions sur les futurs de l'euro-dollar. Je m'interromps juste une seconde pour vous rappeler que bien entendu vous pouvez vous abonner à notre chaîne, vous pouvez également commenter, vous pouvez vous inscrire pour participer en direct au prochain webinaire et évidemment partager la vidéo si vous l'avez appréciée avec ceux que vous aimez. Et puis si vous ne l'avez pas appréciée, vous pouvez la partager avec ceux que vous n'aimez pas. Vous avez ici les positions sur les futurs de l'euro-dollar. Alors je vous ai mis les deux pour vous montrer que quand on atteint de tels niveaux de long, d'accord, donc là c'est que le marché est long euro-dollar, donc il a de l'euro et qui vend du dollar. Quand on atteint un pic, hop, vous êtes ici début de l'été 2018, vous êtes ici. Donc ici, l'euro-dollar, ça veut dire que l'euro progresse quand la courbe baisse. Quand vous êtes ici, fin 2020, et donc aujourd'hui, on est au-delà de 150 000 contrats longs, ça veut dire que on est dans les hauts encore, les investisseurs sont longs euros. Moi, je crois qu'il est temps de s'exposer au dollar. Alors, comment on fait ? On achète un ETF monétaire dollar parce qu'on n'a pas non plus, enfin moi, je n'ai pas envie de prendre un risque sur des emprunts long terme. En plus, franchement, si les investisseurs internationaux avaient conscience de la situation politique en zone euro, je pense qu'ils achèteraient moins d'euros, mais nous, on est au cœur du nucléaire qui déconne, pardonnez-moi. On est en France, et je trouve ce graphique, on regarde toujours le spread, pardonnez-moi, c'est pas le dollar US, mais ça parle aussi du dollar US.
du spread entre les taux français et les taux. Alors, effectivement, en vert, c'est la France. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on était ici autour de 0,2. On a changé de niveau ici. On a rechangé de niveau ici. Et que globalement, c'est de plus en plus élevé. On ne peut pas dire qu'il y a une forte tension. D'accord ? Mais c'est comme un poison qui se diffuse. D'accord ? Les spreads sont de plus en plus élevés. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand on voit la tendance des spreads espagnols et des spreads italiens. C'est pas simplement qu'ils soient passés sous les nôtres. C'est déjà en soi pas une bonne nouvelle. Mais c'est que eux ne cessent de baisser. D'accord ? Jusqu'à aujourd'hui. OK ? On est au plus bas. En tout cas sur ce graphique-là depuis 2019. Alors, c'est pas le plus bas historique, mais c'est quand même un plus bas. Pendant ce temps-là, la France, elle est à peu près stable, à des niveaux plus élevés. On entre dans une période électorale en France. Hein, on va avoir les municipales, peut-être, probablement, des législatives. Je pense que c'est un bon moment pour sortir de la zone euro. Le premier slide, c'est de vous dire les risques. Effectivement, on a quand même, quand on a des marchés relativement euphoriques, ça veut dire que leur réaction est dissymétrique. Ça, c'est une notion qui m'est très très chère. C'est l'absence de linéarité des marchés. Alors, pardonnez-moi, je prends 2 minutes pour m'expliquer. L'absence de linéarité, je ne veux pas dire par là que les marchés ne montent pas ou ne baissent pas de manière linéaire. Je veux dire par là qu'ils ne réagissent pas de manière linéaire à un stimulus. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on ait une publication d'un chiffre d'inflation mensuel à 0,2%. OK, les marchés attendaient 0,1, ils trouvent qu'il y a trop d'inflation, le marché baisse. D'accord ? C'est hypothétique ce que je vous dis. Le mois suivant, on a 0,2. Bon, la réaction des investisseurs, c'est de redire ah bon, le marché a un peu baissé, le marché va rebaisser un peu. Et puis, il y a un jour où les 0,2 vont être, je ne sais pas, 0,25 ou 0,3. Bon, c'est un peu plus. Donc le marché va baisser un peu plus. Et ce jour-là, le marché va perdre 8%. 8%, j'exagère. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de linéarité entre le stimulus et la réaction des marchés, en particulier quand on est dans une phase d'euphorie de marché. Voilà, gardez ça dans un coin de votre esprit, ça sera utile plus tard. Pour moi, le principal risque, alors évidemment, Trump, il est pro-business, parfait. Il est aussi imprévisible, et ça, les marchés n'aiment pas. Et que les démarches qu'il a vis-à-vis de la Fed depuis plusieurs mois sont, je trouve, super. Sauf que c'est un effet très lent. Et là encore, peut-être qu'un jour, le marché se réveillera en se disant « Non, là, il a été trop loin. On va... vous savez ce que fait le marché, hein, il tord le bras des chefs d'entreprise, des dirigeants en disant « Non, là, ça ne nous va pas. » Donc, le dirigeant, il change d'avis. Donc pour moi, c'est le risque majeur. Le second risque majeur, c'est d'avoir une tension sur les taux d'intérêt. Le Japon, parce qu'il y a quand même un regain d'inflation et un changement de la politique de la BOJ, la Banque centrale japonaise. Ils finiront quand même par intervenir sur la baisse du yen qui atteint des proportions presque historiques. En zone euro, ce n'est pas un problème d'inflation, c'est un problème de prime de risque où les investisseurs pourraient avoir des doutes sur la qualité de la dette de la zone euro. Et aux US, tant que la Fed est derrière Trump, le risque, il est moindre, mais il est réel quand même. Donc, en synthèse, voilà les perspectives. Première phase, c'est à partir de maintenant. Est-ce que c'est toute l'année 2026 ou est-ce que c'est une partie de l'année 2026 ? C'est difficile à dire. On a un maintien de la croissance économique à des niveaux satisfaisants, avec potentiellement des tensions sur les taux d'intérêt, une hausse du dollar. Et donc, une fois que cette rotation sectorielle se sera un peu essoufflée, il y aura des corrections bien sûr, un risque de correction un peu plus généralisé. Et derrière, dans un second temps, sous l'effet des gains de productivité majeurs de toutes les entreprises, une baisse de l'inflation. On aura, je pense, en 2026,
une opportunité vraiment très attractive de s'exposer aux taux longs, pourquoi pas des taux longs américains, et envisager une expansion des valorisations et de toucher de nouveaux plus hauts sur les marchés. Le petit disclaimer pour dire que ceci n'est pas du conseil en investissement. Partagez les liens autour de vous à des personnes qui sont intéressées par l'investissement, à des confrères, si vous êtes conseillé, et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, à bientôt.